Bonjour, prof Augustin. Bonjour, Modeste, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça fait très longtemps, oui. Oui, Ouais. c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Ok. Et j'espère que nos auditeurs seront ravis de notre entretien. Oui, vous m'avez Car- toujours reçu, hein, parce que bon, j'espère que ils seront contents de cet entretien. Oui. Oui, nous allons toucher sur les points chauds du moment, Mhm. sur la situation politique en République démocratique Démocratique du du Congo. oui. Ouais. Notre thème aujourd'hui est 10 questions pour comprendre les stratégies de glissement de M. Joseph Kabila. Sans tarder, je vais passer à la première question. Merci beaucoup. Évidemment, c'est une question surprise que j'ai réservée, Ok. une question d'actualité. Mhm. Dès quand se lancent des pierres aujourd'hui en Europe? Ok. L'un de Tshisekedi Tu sais que et de Ouais. l'autre côté, c'est Ngwanda, Rwanda, le oui. Terminator. Ok, oui. Un camp soutient le dialogue Mhm. et un autre dit non. Au dialogue. Quelle est la lecture faites-vous de cette situation? Tshisekedi est-il encore opposant? Croit-il à la sincérité de Ngwanda quand on sait le rôle qu'il a joué à côté du dernier maréchal de la République démocratique du Congo? Mhm. Donc c'est très intéressant comme question qui touche à l'actualité. D'abord, d'une part, Étienne Tshisekedi, vous me posez la question, est-ce qu'il est encore opposant? Moi, je vous dirais, il est toujours opposant, c'est un grand opposant, mais la préoccupation de Tshisekedi, c'est dialoguer avec Kabila pour récupérer l'impérium. Parce qu'en 2011, c'est lui qui a gagné les élections et il aimerait effectivement qu'il dirige le Congo. Voilà la démarche d'Étienne Tshisekedi pour essayer de récupérer l'impérium pour diriger le Congo. Ça, c'est d'une part. D'autre part, du côté de contre-dialogue, moi je comprends bien Ngwanda et son groupe dans le sens de se dire pourquoi doit-on discuter, dialoguer avec Kabila, parce que le dialogue de Kabila, c'est un dialogue biaisé, c'est un dialogue où il veut le glissement, il veut un autre mandat. Or, les Congolais ne veulent plus d'un glissement. Mais je peux dire, entre les deux, hein, il y a aussi la feuille de route d'Étienne Tshisekedi. La feuille de route de Tshisekedi ne prévoit pas les glissements. La feuille de route d'Étienne Tshisekedi prévoit les délais constitutionnels. Il faut que les dialogues ne soient pas là pour les glissements, mais pour le respect des délais constitutionnels au Congo. Et il faut effectivement tenir compte aussi de l'évolution des choses. Ngwanda a travaillé avec Mobutu, il le reconnaît, il accepte qu'il a été fidèle à son patron jusqu'au bout, mais nous devons aussi donner de la chance aux gens qui peuvent changer. Il y a la dynamique effectivement du changement, donc nous lui donnons encore cette possibilité de pouvoir nous montrer qu'il peut aussi nous aider à libérer le Congo. La préoccupation, c'est la libération du Congo, telle que Ngwanda le préconise, mais aussi pour Tshisekedi, c'est la libération du Congo. Donc nous voulons effectivement qu'il n'y ait pas glissement, qu'il n'y ait pas un troisième mandat pour Kabila, mais qu'il y ait respect des délais constitutionnels, que ce soit du côté de Tshisekedi, que ce soit du côté de Ngwanda. Mais dans cette histoire-là, il y a un mot qui sort toujours dans la bouche des pro-Ngwanda. Oui. C'est le mot trahison. Trahison, oui. Je me demande, est-ce que dialoguer signifie trahison? Ça dépend, c'est-à-dire on doit faire la part des choses. Du côté de Tshisekedi, c'est depuis très longtemps qu'il souhaitait ces dialogues-là, dans la perspective des accords qui ont été signés. Et je pense que de son côté-là, on ne peut pas parler de trahison. Et du côté de Ngwanda, il faut aussi le comprendre dans le sens de la radicalité. Il ne faudrait pas effectivement aller jouer avec le feu et que les dialogues ne puissent pas déborder et aller au glissement. Donc, de tous côtés, on ne peut pas parler de trahison. Il y a cette préoccupation, ce désir de pouvoir libérer le Congo. Et je pense que les deux vont y arriver. Tshisekedi et Ngwanda, ils sont au même diapason.
c'est-à-dire que Kabila ne fera pas un troisième mandat et que on va libérer le Congo. Voilà, les deux sont vraiment dans la perspective de la libération du Congo. Nous sommes à la fin du règne de monsieur, presque à la fin du règne de monsieur Joseph Kabila. Oui. La constitution de la République démocratique du Congo stipule pour un président en exercice 2 mandats et pas plus. Les dernières nouvelles que nous venons d'apprendre, il semble qu'il n'y aurait pas d'élection en RDC parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous, comme opposant, vous parlez tout le temps des élections et de la démocratie. Mais avec quel argent? Allez-vous donner de l'argent pour qu'il y ait des élections? Monsieur Joseph n'a pas d'argent, on le sait. Oui, Modeste, est-ce que vous croyez que M. Joseph n'a pas d'argent? Parce que le Congo, c'est un grand pays. C'est vous les opposants Oui, qui le dites. c'est ça. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays riche. Et au Congo, on devrait déjà, parce que Kabila et son gouvernement savaient qu'il y aurait des élections, on devrait prévoir un budget pour ça. Et je pense qu'ils n'ont pas prévu. Et je pense que Kabila ne manque pas d'argent. Déjà, il a 15 milliards dans les îles Vierges. Ces 15 milliards, il suffit seulement de transférer 1 milliard au Congo et il y aura des élections. Mais au-delà de ce manque d'argent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manque de volonté politique. Il ne veut pas organiser les élections parce qu'il veut rester au pouvoir, il veut glisser, et nous n'aimerions pas effectivement qu'il puisse glisser. Donc c'est une raison fallacieuse pour dire qu'il n'y a pas d'argent au Congo. Il y a de l'argent, il faut qu'il y ait la volonté politique pour organiser les élections. Alors je peux dire que les dialogues souhaités par Joseph Kabila est réellement pertinent et indispensable. Vous ne croyez pas en cela comme opposant? Comme il n'y a pas d'argent, les dialogues s'imposent pour mettre fin à la crise politique. Et de ce fait, donner à Félix Tshisekedi la primature, 1 à 3 ans de transition politique, comme le souhaite Mwanda Nsemi, le roi de Bakongo. À l'issue de ces 3 ans, il y aurait une nouvelle constitution faisant de Joseph Kabila un président à vie comme du temps de Mobutu. Êtes-vous d'accord avec un tel schéma politique? L'opposition n'est pas d'accord avec un tel schéma politique. Moi-même aussi, faisant partie de l'opposition, je ne suis pas d'accord avec ces schémas politiques. D'abord, d'une part, vous essayez de vous évoquer Mwanda Nsemi, avec sa proposition de 3 ans de transition. Mwanda Nsemi, c'est d'abord, il se nomme roi de Bakongo. Aujourd'hui, le Bakongo ne reconnaissent pas Mwanda Nsemi. D'abord, c'est un type corrompu. Il travaille, il est au service de Kabila. D'ailleurs, dernièrement, avec sa tournée au Bas-Congo, ça a été un échec. Il a eu effectivement, il a eu des pierres, il a reçu des pierres des opposants parce que les jeunes ne voulaient pas que Mwanda Nsemi puisse arriver au Bas-Congo et qu'il travaille pour le glissement de Kabila. Et de l'autre côté, vous parlez de Félix Etienne Tshisekedi. Vous dites que Félix doit être Premier ministre du Congo pour 3 ans. Et moi, je pense que nous n'allons pas accepter un tel chemin. La famille de Tshisekedi, c'est une famille, je pense, honnête. Et cette famille souhaite récupérer l'impérium. Je ne pense pas que Tshisekedi, les grands opposants, puisse accepter de glisser avec... Mais si vous n'êtes pas d'accord avec Félix Tshisekedi comme Premier ministre de transition congolais, comme vous, il est congolais comme vous d'ailleurs, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila peut recourir au référendum avant les élections de 2016 pour demander au peuple congolais de se prononcer sur son 3e mandat. Au Rwanda, ça s'est fait. Allez-vous vous opposer au droit présidentiel de la Constitution permettant à Joseph Kabila de consulter son peuple? D'ailleurs, des récents sondages montrent que la majorité des Kinois sont d'accord pour le 3e mandat de M. Joseph Kabila. Oh, je m'insurge beaucoup. On doit effectivement insister sur les sondages. Ce sont des sondages fallacieux.
des sondages trompeurs. Les Quinois ne sont pas pour Kabila. D'ailleurs, les manifestations de janvier 2015, le 19, le 20 et le 21 janvier, montrent clairement que les Quinois ne sont plus pour Kabila. Donc, si les sondages qu'ils présentent comme quoi les Congolais veulent le troisième mandat de Kabila, c'est faux. Ce sont des faux sondages et il faut effectivement il faut rejeter ces sondages-là. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si nous essayons de revenir sur la révision constitutionnelle à travers le référendum, je pense que les opposants sont clairs et ils ne veulent pas qu'il y ait un troisième mandat. Ils vont aussi s'opposer au référendum. Et le référendum, c'est pour revenir vers les Congolais, demander un troisième mandat. Les Congolais sont déjà fatigués. Ils aimeraient effectivement qu'il y ait une nouvelle classe politique et qu'il y ait des élections au Congo, qu'il y ait alternance politique au Congo, alternance démocratique au Congo. Voilà. Mais déjà, les démembrements des provinces de la RDC vient de mettre votre opposition KO. Et dans la confusion, vous n'avez rien à dire. Les élections d'octobre prochain sont décalées, sans date. Existe-t-il une opposition en RDC? Vous m'avez déjà posé plusieurs fois cette question de l'existence de l'opposition et je vous dis clairement qu'il y a une opposition en RDC et cette opposition, c'est une opposition pacifique, c'est une opposition qui travaille sérieusement et c'est grâce à cette opposition qu'en 2016, nous espérons avoir un gouvernement formé par l'opposition. Donc, la question des découpages territorial, cette question-là, c'est une question pour les glissements, parce que aujourd'hui, si vous lisez la presse, l'actualité, c'est un fiasco le découpage territorial. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, et même la CENI est déstabilisée. La CENI ne sait pas quoi faire avec les élections des gouverneurs. Donc, on remet les élections de gouverneurs entre les mains de Kabila, il faut que Kabila nomme les gouverneurs. Or, la Constitution refuse, donc ne reconnaît pas ce que le président puisse nommer les gouverneurs. Donc, ce sont les assemblées provinciales qui ont droit de nommer, d'élire des gouverneurs, et non pas le président Kabila. Vous êtes d'accord avec moi que M. Joseph Kabila n'est pas un enfant de cœur? Comme il n'a pas d'argent, il peut organiser un faux coup d'État du palais en orchestrant une transition politique afin de se donner le pouvoir ou à un de ses dauphins. Qu'allez-vous faire, vous les membres de l'opposition, au cas où Kabila choisirait ce schéma? Si Kabila choisit ce schéma-là d'un coup d'État de palais, nous voyons là où il veut nous conduire. Kabila veut nous conduire vers un Congo république bananière. Kabila veut nous conduire vers la monarchie républicaine. Kabila ne souhaite pas la démocratie au Congo. Donc ce qui fait que nous n'allons pas accepter même ces coups d'État à travers son dauphin. Donc la préoccupation de Kabila, c'est de faire du Congo comme l'Amérique faisait, les États-Unis faisaient de certains pays de l'Amérique latine, qui étaient considérés comme des républiques bananières, mais aussi Kabila veut conduire le Congo vers l'exemple de la Russie, parce que la Russie aussi, avec Vladimir Poutine, c'est qu'il y a changement, soit c'est le président, soit c'est le premier ministre. Ce chemin-là politique ne va pas passer au Congo. Nous voulons un pays démocratique et je pense que c'est l'opposition qui mettra en place cette structure démocratique au Congo. Je me demande le plus souvent, vous, comme membre de l'opposition, vous vous battez pourquoi? Il y a des démocraties en RDC et les garants de la démocratie, c'est Joseph Kabila, le président actuel. Boshab, Mende, Obeminaku, Mwandansemi,
même votre compatriote Bitakwira, des intellectuels comme vous, sont de cet avis. Kinké Moulumba l'a bien dit sur RFI et Télé 24. Devons-nous croire en l'action de l'opposition? Qu'est-ce que vous avez déjà fait en République démocratique du Congo? Tshisekedi a déjà compris que Joseph Kabila est l'artisan de la démocratie en RDC. C'est pourquoi il veut dialoguer avec lui. Vous, soi-disant membres de l'opposition, êtes-vous devenus radicaux plus que les grands opposants radicaux Étienne Tshisekedi? Qu'allez-vous apporter de plus à la démocratie congolaise? Oui, d'abord, je voulais revenir sur ce que vous avez dans votre intervention là. Vous avez donné plusieurs aberrations qu'on ne peut pas justifier, dont on ne peut pas justifier. Dire que Kabila, c'est l'artisan de la démocratie au Congo, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je peux dire, les gens de Kabila, Kabila et ses hommes ne travaillent pas pour la démocratie, ils travaillent pour eux-mêmes parce qu'ils veulent installer une monarchie républicaine au Congo. Et l'opposition veut arracher les pouvoirs pour instaurer la démocratie au Congo parce que la démocratie, jusque-là, n'existe pas et nous vivons dans la dictature. D'ailleurs, il suffit de voir l'histoire et lire l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Quand vous dites que Kabila est artisan de la démocratie, en 2006, quand il y a eu des élections en 2006, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat entre Kabila et Jean-Pierre Bemba. Dans un pays démocratique, on ne peut pas faire des élections sans débat. Or, Kabila n'a pas voulu le débat. Ça, c'est en 2006. En 2011, non seulement il n'y a pas eu de débat, mais aussi en 2011, deuxième tour. Kabila a même changé la constitution avec ses hommes. Il n'y a pas eu un deuxième tour. Donc nous ne sommes pas dans une démocratie. La démocratie va commencer avec les opposants, parce que les opposants, moi je souhaiterais effectivement, si vraiment pour marquer la démocratie au Congo, je souhaiterais qu'il y ait débat en 2016, comme Kabila ne sera pas candidat en 2016, qu'on puisse introduire les débats politiques entre les candidats, mais aussi je souhaiterais qu'on puisse ramener les deuxièmes tours pour que la démocratie puisse s'exprimer au Congo. Mais si vous voulez apporter des troubles à l'RDC, dans un pays en harmonie, grâce à M. Joseph Kabila, vous aurez des problèmes avec les Congolais. M. Joseph Kabila est capable d'alimenter la guerre à l'est de la RDC avec ses amis rwandais, pour bloquer vos ambitions politiques qui ne sont pas démocratiques. Êtes-vous capable d'arrêter la guerre à l'est de la RDC qui vient de faire des milliers de morts sous l'œil passif de la communauté internationale? Quand vous dites que c'est l'opposition qui doit amener, l'opposition qui amène les troubles au Congo, c'est Kabila et ses hommes qui sont des troubles faits sociaux au Congo. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas écouter l'opposition, eux, ils ne veulent pas la démocratie, et eux, ils veulent les glissements. C'est à cause de cela qu'il y a des troubles. Et quand vous parlez de la guerre à l'Est, qui alimente ces guerres-là? Beaucoup de seigneurs de guerre sont en contact avec le gouvernement. Quand il y a des mobilisations, et on intègre les chefs rebelles, ils deviennent membres du PPRD, ils deviennent membres du gouvernement. Et puis, vous parlez de l'Est, il y a eu des milliers de morts, il y a eu effectivement, depuis 1996, depuis l'entrée de l'AFDEL au Congo, on parle de 10 millions de morts. Donc il y a beaucoup de morts. Est-ce que Kabila a interdit qu'il n'y ait pas de morts? Aujourd'hui à Beni Butembo, il y a beaucoup de morts. C'est un génocide qui est oublié à Beni Butembo. Beaucoup de gens meurent à Beni Butembo. Qu'est-ce que Kabila fait avec ces hommes? Donc moi, je dirais que c'est l'opposition qui apporte la démocratie. D'ailleurs, la démarche de l'opposition, c'est une démarche citoyenne. Il faut féliciter l'opposition. Et la démarche de l'opposition, elle est constructive.
j'aimerais bien que la communauté internationale puisse soutenir l'opposition afin d'arriver véritablement arriver à la démocratie. Et je pense que, je dis aussi merci, je reconnais le travail de la MONUSCO, parce que si la MONUSCO n'était pas au Congo, on serait déjà mort. Beaucoup déjà seraient morts. Donc, nous devons effectivement féliciter l'opposition, permettre aussi que la communauté internationale puisse appuyer l'action de l'opposition pour qu'il y ait une démocratie citoyenne au Congo. Mais vous êtes sans ignorer que M. Joseph Kabila est capable d'opérer un glissement militaire en force, comme son ami Nkurunziza du Burundi. Oui. Vous n'avez jamais pensé à la nuisance des forces armées congolaises. M. Joseph Kabila a la police, dirigée par Kamwanya et Bisengimano. Il a la garde républicaine qui lui obéit jusqu'au petit doigt, et même tous les généraux sont derrière lui. L'Occident est derrière lui. Vous ne voulez pas que vous mettez le peuple congolais en danger? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse clarifier ces choses. Parce que quand vous dites, d'abord, l'opposition non armée, l'opposition civile, l'opposition citoyenne, cette opposition-là n'a pas d'armes, mais c'est une opposition avec des méthodes citoyennes, des méthodes modernes. J'aimerais bien, effectivement, nous n'avons pas peur de l'arsenal militaire de Kabila. Mais j'aimerais qu'on puisse faire la part des choses dans cette question, parce que c'est une question pertinente, mais il y a beaucoup d'amalgame. Quand vous dites que Kabila a une police, voyons d'abord, question de la police. La police, dans un pays, quand on dit que vraiment c'est une police républicaine, c'est une police qui doit sécuriser la population. Mais quand la police commence à rançonner la population, quand la police commence à insécuriser cette population, ce n'est plus la police. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand vous parlez de militaires, l'armée, au Congo, nous n'avons pas une armée professionnelle, une armée républicaine. Je vais vous donner l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Allemagne avait occupé, la France avait occupé Paris, c'est Charles de Gaulle qui était militaire et qui a demandé effectivement aux Alliés de pouvoir libérer Paris. Or, une armée qui n'arrive plus à combattre la dictature et une armée qui commence effectivement à se nourrir de la dictature, ce n'est pas une armée, c'est une milice. Que ce soit la police, que ce soit l'armée, c'est une milice de Kabila. Et donc, nous n'avons pas une armée professionnelle et républicaine. Et je pense que l'opposition, quand l'opposition prendra le pouvoir, mettra en place une police et une armée professionnelle et républicaine. Je vais quand même revenir sur l'Occident. Vous dites quelque chose sur l'Occident. Vous dites que l'Occident est derrière Kabila. Je ne pense pas que l'Occident soit derrière Kabila. Quel Occident vous parlez? Les États-Unis, la France, la Belgique, tout l'Occident en général est contre Kabila. Hein? Et ça m'étonnerait de voir que l'Occident aujourd'hui, ou que l'occidental, puisse appuyer un dictateur. La géopolitique actuelle fait que le combat de l'Occident, c'est un combat contre le terrorisme. Alors quand vous dites que l'Occident est derrière Kabila, or avec les dictatures, le terrorisme peut germer. Or l'Occident a intérêt à ne pas appuyer Kabila, sauf si, effectivement, à travers leurs déclarations, ils nous trompent. Mais si nous essayons de suivre leurs déclarations, et si vraiment c'est sincère, je pense que l'Occident n'est pas derrière Kabila, et l'Occident est derrière l'opposition, et je suis sûr que l'Occident va soutenir l'action de l'opposition, parce que c'est une action citoyenne, et que l'Occident, c'est un Occident citoyen, un Occident qui travaille pour l'action citoyenne et même pour les droits de l'homme et la dignité de la personne humaine, parce que l'éthique passe par là. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Oui, merci mais beaucoup. Il nous reste au moins 2 questions. Oui, très bien. Quelle est la vraie stratégie de l'opposition? Je m'excuse. Oui. Depuis que nous discutons, jamais vous avez donné votre stratégie. Le soulèvement populaire, c'est un échec en RDC. Parce que vous faites tuer les gens pour rien. Les élections, quand bien même il y ait,
de l'argent financé par les Américains, M. Joseph Kabila va les gagner parce que la majorité présidentielle est unie. Vous, de l'opposition, vous n'êtes pas capable de les gagner parce que vous êtes divisés. Comment allez-vous convaincre les peuples congolais de vous suivre? Je ne suis pas fondamentalement d'accord avec tes affirmations. Dire que la majorité présidentielle va gagner les élections. D'abord, en 2016, Kabila ne sera plus là. On va voir les dauphins qui vont venir. Mais je pense que l'opposition est en train de se finir. L'approche de l'opposition aujourd'hui, c'est une approche unitaire. Et dans cette unité-là, nous aurons en 2016 une opposition requinquée, une opposition qui a intégré de nouvelles méthodes. Et avec cette opposition-là, on va s'affronter à la majorité et nous allons gagner les élections en 2016. Je ne pense pas que Kabila et ses hommes soient capables, malgré les défis qu'ils vont mettre, soient capables de gagner les élections. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la population est derrière l'opposition aujourd'hui. La population n'est plus avec Kabila. Kabila a fini son mandat. Donc, les deux mandats, c'est irrénouvelable. Donc, je pense que le pouvoir qui va venir en 2016, c'est celui de l'opposition. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse essayer d'aller plus loin. Essayer d'aller plus loin parce que... oui, essayer d'aller plus loin parce que ce que vous dites là, vous me parlez de la stratégie. Quelle est la stratégie que nous avons, nous les gens de l'opposition? Plusieurs fois, vous m'avez posé cette question, mais la réponse pour moi, c'est que nous avons d'abord la première stratégie pour nous, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais est acquis à la cause de l'opposition. Et ça, c'est une véritable stratégie. Donc, il y aura, quand nous aurons la possibilité et les moyens, nous irons au devant du peuple pour essayer de présenter notre projet de société, pour essayer de présenter notre idéologie. Et le peuple congolais a déjà acquis la conscience que l'opposition... Nous sommes presque à la fin de notre émission, okay. De notre entretien bien sûr. Ouais. Avez-vous un message à transmettre au peuple congolais qui nous suit présentement pour les encourager à garder espoir devant la situation d'insécurité et des crises sociopolitiques et économiques dans laquelle il est plongé depuis plus d'une décennie? Okay. J'ai un message à présenter au peuple congolais. Le message, c'est que je demanderai au peuple de soutenir l'action de la société civile et l'action de l'opposition. Si nous voulons que nos enfants puissent étudier dans les bonnes écoles, si nous voulons bien manger, si nous voulons avoir de bonnes routes, si nous voulons avoir de l'emploi, accéder à l'emploi, si nous voulons que notre pays soit modernisé, devienne un pays riche, je demanderai qu'on puisse soutenir l'action de la société civile et l'action de l'opposition. Mais nous devons faire la part des choses, parce que dans l'opposition, il y a des infiltrés. Il faut que le peuple soit capable d'identifier les infiltrés qui travaillent au service de Kabila pour déstabiliser l'opposition, mais il y a des opposants qui sont connus, de vrais leaders de l'opposition. Je vois Étienne Tshisekedi avec l'UDPS. Je vois de l'autre côté ceux qui se réunissent à Fatima avec autour de Vital Kamerhe, Fayoulou et les autres opposants, mais nous ne devons pas négliger les vrais opposants aussi qui sont en prison. Nous avons Ndiomi Ndongala qui est en prison, nous avons Muyambo qui est en prison. Ces gens qui sont en prison, ce sont de vrais opposants, on ne devrait pas les oublier, mais le peuple semble les oublier. Mais aussi, il faut soutenir l'action des journalistes. Et beaucoup de journalistes ont été emprisonnés, ont été arrêtés, ils ne travaillent plus dans la paix. Nous devons soutenir l'action des leaders, d'autres leaders, beaucoup, les acteurs qui travaillent pour les droits de l'homme et la dignité de la personne humaine. Il faut vraiment les soutenir leur action. Et c'est ensemble que nous pouvons arriver à libérer notre pays et à faire de notre pays un pays démocratique en soutenant
la dynamique du progrès social en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mais on ne peut pas passer sous silence, prof Augustin. Oui. Vous êtes originaire d'Ouvira. Je suis originaire d'Ouvira, oui, c'est ça, oui, et de la zone du Sud Kivu. Comme originaire d'Ouvira, Ouais. crois-tu que la population d'Ouvira a bénéficié des deux mandats de Joseph Kabila? N'oublie pas que dans les deux élections, les élections de 2006 et 2011, Oui. Kabila était voté massivement par la population d'Ouvira. Ouais, Pensez-vous que vraiment Kabila a fait quelque chose pour cette population? C'est-à-dire que si on essaie de faire le bilan, parce que là on est dans l'après-Kabila, donc il faut maintenant essayer de penser bilan. Si on essaie de voir le bilan de Kabila, particulièrement dans le Sud Kivu et à Uvira, je pense que Kabila n'a pas fait grand-chose à Uvira et dans les Sud Kivu, à l'Est particulièrement. Je prends par exemple la question sociale. La question sociale, l'insécurité, depuis 2006, depuis l'entrée de la FDL, l'Est du Congo brûle. L'insécurité continue. Dans la plaine de la Russie, il y a toujours des tueries, il y a toujours des guerres entre les communautés, les autochtones et les Burundais et les Rwandais. Donc, du côté de la sécurité, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Et du côté maintenant de la vie sociale, il n'y a pas eu effectivement à Uvira ou du côté de l'Est des industries qui ont été installées avec le gouvernement. La sécurité de Kiliba est toujours en faillite. Tout a été arrêté, ça ne fonctionne pas. Et c'était les poumons économiques du Sud Kivu. Il y a les routes qui sont fatiguées. Aujourd'hui, entre Bukavu et Uvira, il y a un pont qui est tombé. Donc, les gens du gouvernement n'ont rien fait. Et je peux aussi continuer avec l'Est par rapport aux femmes qui sont violées, tout ça. Il y a des milliers de femmes qui ont été violées. Est-ce que le gouvernement de Kabila a fait quelque chose? Non. Je vois aussi les enfants, les Kadogo, les enfants soldats qui ont été recrutés et qui ont conduit la FDL à la victoire. Ces enfants ont été abandonnés, tout ça. Il y a des enfants qui sont effectivement au chômage. Il y a d'autres qui sont allés dans les mines. On parle aujourd'hui des enfants miniers. Donc, on vit dans une situation de précarité, de pauvreté, manque d'emploi. Alors, moi, je me pose des questions avec les élections provinciales et locales. Il faut que les gens puissent bien réfléchir et ne pas voter ceux qui sont au gouvernement parce qu'ils n'ont rien fait. Il faut voter l'opposition. Et l'opposition a besoin d'être représentée à Bukavu pour que le gouvernement provincial arrive à travailler pour l'intérêt de la population et le progrès social. Pensez-vous que la population d'Ouvira a été désabusée par Joseph Kabila? Oui, la population, parce que Joseph Kabila a promis beaucoup de choses à cette population, mais il n'a jamais respecté sa promesse. Par exemple, l'électricité, il y a tout le temps des coupures, nous sommes dans l'obscurité, et pourtant, de l'autre côté du Burundi, il y a l'électricité qui vient du Congo. Là, je n'arrive pas à comprendre comment un pays qui alimente l'autre pays en courant, et de l'autre côté, le courant est stable, l'électricité est toujours stable, et dans son propre pays, donc à Uvira et à Bukavu, il y a tout le temps des coupures. Est-ce qu'on peut dire avec ça que le gouvernement a travaillé pour ce peuple? Même l'eau potable dans la plaine de la Russie, ça devient un casse-tête, c'est un problème. Pourtant, nous avons un grand lac. Et avec ça, est-ce que vraiment il faut donner à ces messieurs-là un autre mandat? Non, on ne peut pas parce qu'ils n'ont rien fait. Et ils doivent laisser la place à l'opposition de pouvoir travailler. Je vous remercie, prof. Merci beaucoup. C'est moi, Modeste, qui vous remercie parce que l'espace ici, c'est un espace libre, un espace démocratique. Je pense que c'est avec ça que nous pouvons construire notre pays.